Mot d'abord sur ces images de manifestations que nous observons ici. Quelle est selon vous leur part spontanée et leur part manipulée? Bon, c'est une chorégraphie que nous connaissons et que nous avons connue ailleurs. Donc, il ne s'agit pas de manifestations spontanées, il s'agit de manifestations commanditées, organisées et achetées. Donc, cette chorégraphie avec les drapeaux russes, avec toute cette théâtralité est déjà connue ailleurs. Nous allons vous entendre évidemment sur le rôle de la France, sur la situation du président Bazoum, la situation de l'ambassadeur de France, M. Ité, qui est à Niamey, que les putschistes prétendent expulser. Un mot d'abord de votre situation. Si vous êtes ici sur notre plateau, c'est que vous avez pu échapper à la main des putschistes, contrairement au président Bazoum. Comment se fait-il que vous ayez pu sortir du pays? Mais je suis sorti du pays par des voies clandestines. Je suis allé représenter le président Bazoum au sommet de la CEDEAO. Et ce sommet-là qui a confirmé les décisions d'un premier sommet et qui a pris des décisions importantes, notamment pour la première fois, pas pour la première fois, mais disons de manière décisive, l'utilisation de la force au cas où les sanctions et la diplomatie n'arriveraient pas à faire plier la junte. Comment s'est passée la mise aux arrêts du président Bazoum? Vous êtes au cœur de ces événements, vous avez des informations aussi en coulisses. Comment est-ce que ça s'est déroulé? D'abord, il n'a pas été mis aux arrêts. Il était simplement empêché de sortir de chez lui par celui qui est censé le garder, par le chef de la garde présidentielle. Son domicile se trouve au sein du camp de la garde présidentielle le matin. Et on l'a empêché de sortir, cette garde. Et en plus, elle a empêché aux jeunes d'accéder à lui. Donc il était là dans sa maison avec sa femme et son fils. Donc il a été séquestré chez lui par ceux qui sont censés assurer sa sécurité. Et il est toujours séquestré. Il est donc de fait un otage du chef de la garde présidentielle, M. Tchani, qui veut en échange, comme n'importe quel otage, la rançon de cet otage-là, c'est la transition. Donc la transition signifiant d'acter le coup d'État et lui permettre de rester au pouvoir. Vous avez parlé au président Bazoum? Quand ça, la dernière fois? La dernière fois, c'était hier. Ouais. Quel est son état d'esprit? Évidemment, il est dans des conditions assez difficiles. Donc, il est séquestré, comme vous le savez. Il n'a pas d'électricité. Ils ont coupé l'électricité. De temps en temps, ils coupent l'eau. Vous savez, au Niger, il fait plus de 40 degrés. La nuit, il n'arrive pas à dormir. Il y a plein de moustiques. Et lui, sa femme et son fils ont tous eu le paludisme. Donc c'est pour dire qu'il est dans des conditions assez difficiles, très difficiles. Mais il a le moral. Il refuse de démissionner. Il ne fera pas ce cadeau à la junte. Et il est là avec un moral très fort. Et il reste combatif. C'est votre cas aussi, n'est-ce pas? Vous dites tous, vous incarnez maintenant l'État nigérien, le seul que la France reconnaisse, la seule légitimité. Le monde entier reconnaît, pas seulement la France. Vous tiendrez quoi qu'il arrive. Mais nous tenons et nous tiendrons quoi qu'il arrive. De toute façon, les perspectives sont là en marche. Les perspectives sont tout à fait... L'agenda de la CEDEAO est en train de se dérouler. D'abord, les sanctions sont en train de faire leurs effets et la préparation de l'intervention militaire est très avancée. Donc, par conséquent, je ne vois pas comment la junte pourrait se maintenir au pouvoir. Quand vous dites qu'elle est très avancée, quelle est la forme qu'elle va pouvoir prendre? Ce serait une intervention africaine. Est-ce qu'elle sera avec un appui français? Et ce sera une intervention africaine. D'abord, ce ne sera pas une guerre contre le Niger, parce qu'il y a toute une propagande qui fait croire que ce sera une guerre contre le Niger. Il s'agit d'une intervention assez ponctuelle qui fait un contre-coup d'État. Il y a eu un coup d'État, des gens qui sont maintenus et sont arrivés au pouvoir par la force. Il faudra les faire partir par la force. Deuxièmement, il s'agira d'une opération qui vise juste à rétablir le président Bazoum contre des individus. Donc il n'y a pas de guerre. Avec l'usage de la force. Avec l'usage de la force, bien sûr. Est-ce qu'on sait que la CEDEAO a des moyens limités? Mais évidemment, il y a des pays qui ont décidé de soutenir la CEDEAO. La France, en appuyant militairement la CEDEAO. L'Union européenne que j'ai rencontré l'ensemble des ministres de l'Union européenne en Espagne il y a 2 jours. L'Union européenne a décidé de soutenir les positions de la CEDEAO, notamment les sanctions, et de prendre ces sanctions à elle à la demande de la CEDEAO, et évidemment pourrait apporter un soutien multiforme qui n'est pas celui de l'intervention, à l'intervention militaire. De manière concrète, quel peut être... Il y a des moyens français, il y a la base, on va en reparler. En quoi l'armée française peut aider la CEDEAO? Mais ça, c'est des questions opérationnelles que je ne peux pas connaître, que je pense que l'armée française sait ce qu'elle doit faire. Dans la logique, disons quoi? Quel type d'aide? Mais je pense qu'elle interviendra, comme elle l'a dit,
en appui à la CEDEAO et à la demande de la CEDEAO. Donc par conséquent, il s'agit d'une intervention de la CEDEAO appuyée par nos partenaires les plus engagés. Voilà. Quand on voit la situation sur place, on va reparler de l'intervention militaire. Vous nous avez donné des nouvelles du président Bazoum. Quelques mots de la situation de Sylvain Ité, c'est l'ambassadeur de France à Niamey. Tout le monde salue son courage de rester dans des conditions extrêmement difficiles, avec des manifestations autour de son ambassade. Je salue également son courage. Je pense qu'il représente dignement la France. Et la France, il s'agit d'un prêt-à-porter idéologique. Après le coup d'État, il s'agit à travers la France de montrer qu'on se bat contre l'Occident. Il y a toute une chorégraphie qui se fait, qui a été faite ailleurs, qui se fait aussi au Niger, avec une communication derrière laquelle, vous savez, qu'il y a tout l'empire communicationnel de guerre hybride de Wagner qui les appuie. Donc il s'agit de cela. Mais je crois que là, au Niger, la France a décidé de ne pas se laisser impressionner. Elle a un ambassadeur courageux qui est bien dans cette fonction et que nous saluons donc son courage. Et nous saluons aussi l'attitude de la France qui ne se laisse pas intimider. Vous connaissez parfaitement la situation intimement. Vous êtes ministre d'État, vous avez été ministre de l'Intérieur. Quand on a été ministre de l'Intérieur, on connaît tout à fait ce genre de détails. Est-ce que l'ambassade de France peut tenir ? Le risque existe-t-il que l'ambassade de France soit cernée, qu'elle soit empêchée simplement de fonctionner en termes de vivres et autres? Non, je ne pense pas qu'ils décideraient d'investir l'ambassade de France. Et ils sont là autour, ils font beaucoup de bruit, mais la junte elle-même a demandé aux gens de ne pas rentrer dans l'ambassade, de ne pas accéder aux installations françaises parce qu'elle sait ce qu'il peut lui en coûter. Oui, ce ne serait pas la première fois qu'il y a du double discours. La junte peut dire ça et en sous-main... Mais elle sait ce qu'elle risque. Qu'est-ce qu'elle risque? Elle risque parce qu'il y a une présence militaire française de force très forte, de force très engagée avec laquelle elle a une expérience du combat. Donc par conséquent, elle sait à quoi elle pourra avoir affaire. Et aujourd'hui, la France est légitimement présente au Niger à la demande d'un gouvernement légitime et d'un parlement qui a voté son arrivée au Niger. C'est très intéressant, on peut aller sur Internet, écouter votre discours, il est prémonitoire. Janvier 2022, vous êtes avec le ministre Le Drian et vous dites, voilà, il y a une vague de coups d'État, Mali, Burkina Faso, il faut qu'on fasse front. Et vous êtes le suivant maintenant dans cette... Nous sommes le suivant, nous aurions voulu ne pas l'être. Si on avait agi avec autant de détermination, que la CEDEAO est en train d'agir aujourd'hui au Niger, que la France est en train d'agir aujourd'hui au Niger, que l'Union européenne est en train d'agir comme un seul homme en soutien à la France et en soutien à la démocratie nigérienne, on aurait fini aujourd'hui avec le coup d'État au Mali et on n'aurait pas eu le coup d'État au Burkina. C'est pour cela, je crois que les chefs d'État africains et leurs partenaires ont pris conscience de la nécessité d'une démarche ferme et déterminée. Que peut faire la France? Un mot d'histoire, puisqu'on parle du Gabon sur cette carte, monsieur le ministre, rappelons cet incroyable dialogue, c'est De Gaulle et Pompidou, 1964. Vous savez, il y a le coup d'État contre Mba, et c'est déjà Bongo, le père, qui est le chef de cabinet de Mba. Dialogue entre De Gaulle et Pompidou. De Gaulle, ça suffit comme ça. L'important, c'est de ne pas être engagé dans des affaires obscures, où on ne peut attraper que des coups, et de ne pas nous mettre dans le cas de délivrer un président coffré par des adjudants. Pompidou. Le Gabon n'a pas d'existence économique propre. Ce qui existe, c'est le bois qui est français, le pétrole qui est français, le fer qui est français. Puis De Gaulle en arrive à la conclusion. Nous sommes responsables, nous ne pouvons pas laisser zigouiller Léon Mba, alors que nous avons 10 fois trop de troupes. Il est ridicule et incompréhensible que nous ayons là-bas des généraux, des états-majors et que nos troupes n'assurent pas la sécurité du président. 64, on est en 2023. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui reste? D'abord, j'apprécie la détermination du général de Gaulle que nous retrouvons aujourd'hui. Mais en fait, les situations sont très différentes. Et la France-Afrique, une certaine opinion africaine sponsorisée par la Russie, attaque. Cette France-Afrique n'existe plus. Aujourd'hui, c'est terminé. Si c'était la France-Afrique telle qu'on l'a décrit, telle que la France-Afrique d'avant, elle aurait soutenu les coups d'État. Elle aurait soutenu le coup d'État au Mali, au Burkina et au Niger, parce que cette France-Afrique soutenait les régimes autoritaires. La France d'aujourd'hui soutient la démocratie. La France d'aujourd'hui est dans un combat en Afrique contre le modèle autoritaire qui est en lutte contre les exemples démocratiques que nous représentons. Donc voilà, je pense que c'est des contextes différents. Et ensuite, le contexte du Gabon d'aujourd'hui et du Niger, c'est complètement différent. Au Niger, c'était dans un ciel serein. Il n'y avait pas de conflit politique, il n'y avait pas de conflit social, il n'y avait pas de contentieux électoral.
Quand il y a eu ce coup d'État au Gabon, c'est quand même des circonstances assez particulières, c'est deux choses différentes. Monsieur le ministre, nos consoeurs qui ont réalisé le documentaire sur Wagner disaient pour 1 500 €, on peut payer une manifestation à Niamey en donnant tant et tant et tant à chacun. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, c'est absolument vrai. C'est pour ça que je dis que cette chorégraphie est connue. Elle a été, on l'a vu au Mali, à l'époque que je parlais de patriotisme de Pakoti ou bien de patriotisme de Pakoti. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons au Niger. C'est exactement vrai et je ne pense pas que ce soit sérieux de considérer que c'est le peuple nigérien qui, aujourd'hui, soutient la junte. La preuve, c'est que ces manifestations instrumentalisées, cette chorégraphie de Niamey ne se reproduit pas dans le pays. Il y a une grande différence, n'est-ce pas, entre Niamey, la capitale, et le pays. Quand même, pour une partie des Nigériens, visiblement, il y a un ressentiment contre la France. Pourquoi exactement? Il y a un ressentiment contre la France parce qu'il suffit de leur dire que le bouc émissaire, c'est la France. Pour des gens qui sont désœuvrés, pour des gens dont on a excité la haine ethnique contre le président, contre une certaine catégorie de Nigériens. Et c'est en cela que cela est absolument dangereux pour la cohésion de notre pays. C'est pour cela que ce type de manifestations, dans leur résonance, peuvent avoir des conséquences incalculables. Qu'est-ce que ça veut dire, ce souvenir de la colonisation? On est maintenant, on n'est plus dans les années 60, on est en 2020. Pardon, mais vos propres grands-parents, par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient sous la colonisation? Mes grands-parents sous la colonisation étaient paysans, tout simplement. Mais je vais vous dire, le Niger, là, quand on parle de la France, le Niger a connu les guerres de conquête coloniale. Elles ne sont terminées qu'au début des années 30. En 1945 déjà, les luttes anticoloniales ont commencé. Ce qui fait que, je peux vous donner une information, dans un pays comme le Niger, beaucoup de populations nigériennes n'ont connu les Français qu'après l'indépendance. C'est pour vous dire que ce discours, en réalité, est un discours tout à fait instrumentalisé auprès de jeunes désœuvrés dont, effectivement, l'avenir peut paraître assez difficile. Assoumi Massoudou, l'influence de la Russie et de Wagner. Vous avez dit dans la propagande, n'est-ce pas? La propagande, oui. Wagner est là. Déjà. C'est eux qui tiennent l'architecture de toute cette communication sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils sont très forts. Ils sont arrivés à créer ce type de mouvement et à servir de prêt-à-porter aux jeunes nouvelles qui arrivent dans notre région. De manière très concrète. Prêt-à-porter idéologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils payent un certain nombre de... Ça veut dire qu'ils payent, ça veut dire aussi qu'ils démultiplient un message une mystification, un message de haine contre l'Occident et contre la France dans cette région en particulier. Et ce message-là est relayé de manière très puissante dans l'ensemble et répété pendant longtemps. Donc c'est ça aussi le rôle qu'ils ont joué et qu'ils jouent. Et évidemment, les régimes comme ceux-là qui n'ont aucune légitimité ont besoin de protection. Ils ont besoin donc de la protection contre leur propre armée, contre leur peuple, de l'infrastructure militaire de Wagner et aussi du support idéologique de cette gigantesque machine de communication. La Russie fait un effort considérable. Est-ce que, par exemple, elle a essayé de vous inviter à Saint-Pétersbourg, au fameux sommet, Poutine et les dirigeants africains? Elle nous a invités au sommet de Saint-Pétersbourg. Elle a insisté, mais nous n'avons pas été parce que son action dans notre région, elle n'a pas d'offre économique, vous savez. La Russie n'a aucune autre offre que cette mystification et que l'offre militaire de protection des régimes autoritaires. Donc, par conséquent, elle ne représente pas. Nous leur avons dit que ce type d'action de subversion dans notre sous-région est inacceptable. Et c'est pour cela que nous n'avons pas été à Sochi. Le temps joue beaucoup. Vous savez comme moi, quand un gouvernement est renversé, plus le temps passe, plus les réalistes ont tendance à dire « Ah, la donne a changé, peut-être un jour ». Ça montre, n'est-ce pas, l'urgence d'une intervention? Mais je pense que l'urgence d'une intervention est évidente aujourd'hui. Et deuxièmement, ce que je retiens dans le cas du Niger, c'est qu'avec le temps, j'ai l'impression que la communauté internationale se raffermit davantage. La communauté africaine, notamment la CEDEAO, la cohésion devient plus importante et la détermination s'affirme davantage. Donc aujourd'hui, on s'accélère de manière accélérée, nous voyons venir l'intervention. Vous l'avez dit, l'usage de la force pour rétablir la légitimité démocratique à Niamey est inévitable. Elle est inévitable non seulement pour rétablir la légitimité démocratique, mais pour stopper l'avancée des terroristes et pour maintenir la cohésion de notre pays. Et sinon, nous aurions, si ce coup d'État arrive à se maintenir, il va de sorte que ce sera une déflagration régionale. Pour être extrêmement clair, est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux, l'intérêt de la France, ça n'est pas seulement, évidemment, de protéger l'ambassade de France, de protéger des ressortissants français ou des emprises françaises, mais c'est aussi de rétablir l'ordre légitime? C'est de rétablir l'ordre légitime et de montrer que la France peut être. Et
de manière active aux côtés d'une démocratie, aux côtés des démocraties, et que la France joue au nom de l'Occident sur la défense de ces valeurs-là dans une contrée qui est proche de l'Europe. En réalité, tout ce Sahel-là, c'est le voisinage presque immédiat de l'Europe. Donc, par conséquent, qu'il y ait des régimes démocratiques qui ont des résultats dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre l'immigration, dans la lutte contre tous les trafics, est un intérêt pour l'Europe. La facture, ce sera quoi? Mettons, certaines voix le disent. On avait hier encore M. Ruffin, par exemple, M. Kouchner était là disant, bon, tant pis, Général Yakovlev, qui est bien connu des Français maintenant, 10 ans, tant pis, il faut partir. Si on le fait, quelle serait la facture? Je pense que la France n'a pas intérêt à partir du Niger dans ce contexte-là et de cette manière-là, après être partie du Niger. Si elle doit partir du Niger, elle doit le faire en ordre et de manière digne et de manière positive, avec une certaine résonance sur la force, la qualité de la relation avec la France et la défense de la démocratie. Donc pour l'instant, la base française doit rester. Absolument. Hein, d'autant plus que les tâches pour lesquelles elle était là, notamment la lutte contre le terrorisme, la mission qu'elle s'est donnée, mais aussi le prestige de la France est en jeu. Voilà. Oui. Ceux qui disent ça n'a plus de jeu, on peut avoir de l'influence autrement, se trompent. Mais encore ne faut-il pas aussi perdre cette influence d'une manière assez face à ce genre de foule, il faut partir en ordre si on doit partir. Mais de toute façon, dans notre partenariat avec la France, ce n'est pas un partenariat éternel. Il s'agira de monter en puissance de l'armée nigérienne pour qu'elle remplace l'armée française. Monsieur le ministre, quand on regarde la carte de Niamey, elle est extrêmement parlante parce qu'on comprend que la base évidemment française est très bien située, elle est quasi sur l'aéroport de Niamey, n'est-ce pas? Absolument. L'ambassade est là-bas. Et concrètement, ça veut dire que demain au sens large, la CEDEAO doit intervenir et que les soldats français doivent l'aider? Je ne connais pas la modalité, mais la France a décidé de soutenir militairement la CEDEAO. Donc, par conséquent, il est normal qu'elle participe à cette opération. Est-ce que vous craignez l'effet d'habitude avec un régime putschiste? L'histoire est pleine de régimes putschistes qui ont fini par être reconnus. La révolution de 1917. Mais je crois que ce régime putschiste ne survivra pas. J'en ai la conviction et j'ai vu la détermination de tous ceux qui nous soutiennent. C'est un vœu pour l'instant. Ce n'est pas un vœu, c'est un constat. Et je me réjouis que nos partenaires, aussi bien africains que français qu'européens, soient aussi déterminés, ainsi que les Américains d'ailleurs. Oui. Les Américains ont un jeu légèrement différent, on peut le dire franchement. Même les diplomates français le disent. Oui, mais ils ont un jeu différent. En quoi il est différent? Il est différent tout simplement parce que la France, par exemple, soutient, et les Européens soutiennent l'intervention militaire. Les Américains disent qu'ils soutiennent toutes les décisions de la CEDEAO, mais qu'ils ne s'opposent pas à l'intervention militaire. Une nuance entre participer et dire qu'on ne s'oppose pas. C'est ça la nuance. C'est plus qu'une nuance, ça veut dire qu'il laisse quand même, il laisse une main possible si les choses devaient évoluer de l'autre sens. Dans l'autre sens, non. Pour le moment, ils sont très fermes. Il faut rétablir le président Bazoum, c'est ce qu'ils disent, et c'est ce qu'ils font et ce qu'ils montrent. Par contre, ils disent ne pas s'opposer à l'intervention. Ils ne sont pas dans une position aussi engagée que la France, mais c'est déjà ça. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Un mot encore sur Emmanuel Macron. Le président de la République l'a dit, il parle chaque jour au président Bazoum. Voilà, l'attitude de la France, comment est-ce que vous qualifiez? Je la qualifie de très digne, de très courageuse, de très responsable. Je pense que le président de la République française se montre vraiment comme un ami exigeant du Niger, un ami de la démocratie en Afrique et dans cette région. Monsieur le ministre, merci. Si ça doit durer, vous ferez un gouvernement en exil à Paris, vous êtes prêt à... Nous ne sommes pas dans cette perspective. Nous pensons que le gouvernement reprendra sa place naturelle à Niamey.